Eh bien, bonjour, bonjour tout le monde. On est vraiment très heureux d'accueillir aujourd'hui Sylvain Tesson pour cette 25e édition du Rendez-vous international du carnet de voyage. Et donc ça va être un moment partagé. Je suis contente parce qu'il y a beaucoup de monde. Vous êtes désolés, on n'a pas pu avoir plus de chaises. Alors ceux qui sont debout, ceux qui sont assis par terre, vraiment désolés. Mais l'important n'est-il pas de participer, d'être là et d'écouter Sylvain et Vincent Garnier qui va donc animer cette rencontre. Eh bien, belle rencontre Sylvain et à tout à l'heure. Merci Pierrette Vielle, donc présidente de l'association Il faut aller voir. Bien, merci à vous toutes et tous. Merci bien sûr à Sylvain Tesson qui est parmi nous depuis hier et qui nous fait le formidable plaisir de partager ce temps de rencontre. Alors, quand on est un animateur amateur, comme je le suis, on tente de compenser en étant un lecteur assidu. Et lorsqu'il m'a fallu choisir les mots, non pas pour présenter Sylvain Tesson, je n'aurais pas cette outrecuidance, mais tout simplement pour introduire cet échange, je suis tombé dans mes archives sur un texte écrit par une personne qui le connaissait particulièrement bien. Donc ce que je vous propose en guise d'introduction, c'est de vous lire quelques lignes à ce propos. Mon fils est un être sauvage qui s'amuse de temps en temps à être civilisé. Il n'a pas forcément besoin de voir ses semblables, de croiser des miroirs pour s'y regarder. Il s'intéresse essentiellement à tout ce qui a été disposé à la surface du monde avant que l'homme y apparaisse. La géologie, les paysages, les bêtes et les plantes. Il aime le silence, l'obscurité forestière, les pierres et l'histoire. Il hait les autoroutes, le technicisme, le numérique, le mondialisme, tout ce qui tue le mystère et l'imprévu. Mon fils ne passe pas son temps à expier tous les péchés du monde, notamment ceux qu'il n'a pas commis. Mon fils est un animal doté d'une forte sensibilité, d'une très grande motilité et d'une pensée étroitement liée au corps. Il vit avec l'intensité de l'instant. Il écrit avec tout son être dans un perpétuel mouvement. Mon fils ne s'accommode pas. Si cela ne lui convient pas, il résiste, il refuse ou il s'en va. Enfant déjà, mon fils dormait dans les arbres. Il en descendait au petit matin et s'allongeait sur la pelouse pour écouter les forces telluriques. Puis il allait voir ce qu'il y avait derrière la colline, car il aimait follement la nature. Écolier, enfant des écoles chrétiennes, il s'enfuyait durant les cours par la fenêtre ouverte pour rejoindre la forêt de Saint-Cucufa. À la fin de la troisième, son professeur principal me dit, non sans une certaine gêne, « Votre fils est un charmant enfant, mais il n'est pas scolaire, il n'ira pas jusqu'au bac. Faites-lui faire un BTS des sciences de la nature, il sera un excellent garde-chasse. » Je résistais, mon fils alla jusqu'au bac, et il fit ensuite un excellent cagneux. Mon fils est une bête intelligente. Mon fils est un anti-moderne branché, dit Jean-Christophe Ruffin, qui n'est pas sot. Il y a chez mon fils un stoïcisme sophistiqué. Mon fils est un pessimiste joyeux. Mon fils me donne à aimer et admirer ce que je ne suis pas. J'adore mon fils. Vous l'aurez compris, ce texte est de Philippe Tesson, qui a été écrit pour le Figaro Magazine en avril 2018. Je souhaitais ouvrir notre discussion sur ce lien de filiation. Merci beaucoup, Vincent. Merci beaucoup d'avoir eu cette idée, cette très belle idée de faire parler les morts, car ils ont beaucoup à nous dire, les morts. Et mon père est mort en 2023 à 95 ans. Et alors tout à l'heure, quand nous sommes venus ici, vous me racontiez que lors de vos études de sciences morales et politiques à Montpellier, il y a quelques années, n'en rajoutons pas, enfin bon, c'était pas tout à fait hier matin, et ben à Montpellier, vous étiez un lecteur du Quotidien de Paris, qui était le journal créé par mon père et qui a nourri toute une armée, toute une génération de journalistes et d'étudiants de sciences politiques. Alors ça me fait très plaisir d'entendre ces mots. Nous venons de publier, parce que dans la famille Tesson, on ne tue pas le père, on le publie. C'est notre rapport à la psychanalyse qui est une maladie dont elle se prétend la thérapie, si vous voulez. Donc nous n'appliquons pas les mythes grecs sur les parties génitales. Nous ne faisons assez peu de psychanalyse. Nous préférons publier le père. Alors on est replongé dans 60 années de ces éditoriaux de combat
puisqu'il a dirigé le journal Combat de 1958 à 1974. Puis ensuite, il a fondé le Quotidien de Paris. Et alors, il y a tous ces éditoriaux que nous avons rassemblés avec les éditions des Équateurs et Olivier Frébourg. Et il y a eu une sélection qui a été publiée de 60 années, finalement, d'intervention politique. Et alors, qu'est-ce qu'on retire de cet article ? On en parlait tout à l'heure. Non seulement un style, parce qu'il pratiquait une sorte de journalisme littéraire, de journaliste lettré, qui se servait des mots pour exprimer la pensée. Et puis, il ressort un certain goût de la liberté, une gaieté de la vie, davantage finalement qu'une certitude et qu'une assertion idéologique. Voilà, alors moi je lui rends tous ses compliments. En même temps, bon, qu'est-ce que c'est que les paroles d'un père qui considère son fils? C'est évidemment pas très objectif. Il est infecté par la pollution de l'affection. C'est pour ça qu'il parle dans des termes si aimables, quoi. Il a eu un esprit critique, parfois beaucoup plus acéré. Enfin bon, qu'est-ce que vous voulez? On ne peut pas aller contre les liens de la filiation. Et finalement, dans l'amour paternel, il y a un peu de narcissisme parce qu'on considère que son fils est un peu de soi-même. Donc ce qu'il faisait là, finalement, c'était un peu un exercice d'autosatisfaction. Alors, pour être complet, et si vous me le permettez, Sylvain, on a parlé de la filiation côté père. J'aimerais qu'on évoque aussi votre mère, donc Marie-Claude Tesson, puisque je crois qu'elle vous a indiqué aussi finalement sinon un fil conducteur, en tout cas un credo. Ce credo, je crois que c'était « Il ne tient qu'à toi ». Oui, ben, ma mère, quand elle a rencontré mon père, elle était médecin. Elle sortait de ses études de médecine. Elle était rhumatologue. C'était en 1968. Et elle se destinait elle voulait être médecin humanitaire. C'était le moment où ses copains de la faculté de médecine, comme Xavier Emmanueli ou Jean-Christophe Ruffin, s'occupaient de lancer les grandes agences humanitaires de Médecins sans frontières ou de Médecins du monde, les années 70. Et puis elle a rencontré mon père et ils ont fondé ensemble un journal de médecine qui s'appelait Le Quotidien du médecin. Et c'est ce journal de médecine qui a permis ensuite de financer les expériences de journaux politiques de mon père, et littéraires, et théâtrales, puisque c'était une entreprise purement familiale qui n'a jamais demandé à l'État la moindre subvention, ce qui lui permettait de garder une liberté de manœuvre et de pensée totale. Et alors, ma mère, qui était là comme à la fois la pourvoyeuse et de l'économie de toute cette vie de travail, et puis qui nous disait cette phrase quand on était enfant: il ne tient qu'à toi. Alors, si je peux me permettre, cette phrase, il ne tient qu'à toi, qui m'a véritablement conduit toute ma vie, en fait, et toute mon enfance en tout cas. Après, j'ai essayé de la mettre en illustration au cours du voyage que j'ai accompli ces 3 dernières années autour du monde, à la recherche de cette forme de relief que les géographes appellent les stacks, les géographes anglais, parce qu'en français on dit pilier d'érosion de recul de côte. Le stack, c'est l'aiguille qui repose devant une falaise côtière. Vous connaissez l'aiguille d'Étretat par exemple, et c'est en même temps un symbole de ce qui résiste, de ce qui dure, de ce qui refuse de reculer, et de ce qui ne tient qu'à lui-même. Alors à chaque fois que je grimpais sur un stack, de la Tasmanie aux Philippines et de l'île de Pâques aux îles Féroé, à chaque fois que j'arrivais au sommet de ces tours de la haute mer, dont le sommet n'est pas plus large parfois que cette table de chevet, eh bien je pensais à ma mère et à sa magnifique objurgation: il ne tient qu'à toi. C'est quand même beau, c'est quand même mieux que rester chez vous ou bien que compter sur la puissance administrative. Courage, nous arrivons pour vous réguler, quoi. Je préfère le « il ne tient qu'à toi ». Alors, votre père, quand il se définissait, d'un point de vue en tout cas professionnel, littéraire, journalistique, disait « Je ne suis pas un écrivain, je ne me sens pas l'écrivain dont la littérature a besoin, je connais ma limite, je suis un écrivain journalistique ». Alors Sylvain Tesson, avant d'aborder véritablement la question du voyage, comment vous définissez ? Moi, j'aime beaucoup la définition de mon père parce que d'abord, elle est lucide. Et puis, elle pratique une forme d'insatisfaction de soi-même, ce qui est tout de même le premier ingrédient de la noblesse d'âme.
de ne pas être content de soi. Alors il avait beau jeu de dire ça, mais en réalité il était un homme de lettres. Il a pratiqué toute sa vie d'ailleurs un journalisme littéraire. Le livre dont je parlais tout à l'heure, qui est l'anthologie de ses journaux, de ses éditos, est sorti la semaine dernière et s'appelle Le quotidien de l'éternité. Alors le quotidien, c'est parce qu'il aimait la presse quotidienne qui contient son principe d'annulation en elle-même. C'est une mécanique, c'est une dynamique, la presse quotidienne, puisque toute la journée, enfin vous savez ce dont je parle, toute la journée, vous vous échinez à bâtir une petite cathédrale qui est le journal quotidien. Il y a une conférence de rédaction. Vous cotisez toute votre force, toute votre capacité d'intervention, toutes vos ressources intellectuelles à produire quelques papiers qui vont commenter l'actualité. Et aussitôt que vous aurez mis le point final à votre édito, tout disparaîtra. Comme le moine tibétain qui efface le mandala qu'il vient de constituer d'un revers de la Manche, l'édito se désagrège aussitôt qu'il est marqué par le point final. Et c'est ça qu'aimait mon père. Il détestait chez l'écrivain que je suis l'espèce de névrose obscène, narcissique, qui consiste à dire qu'on va produire ces petits excréments dont on espère qu'ils passeront à la postérité. Et il voyait ça chez l'écrivain, espèce Ce de petit tas de sentiments misérables. Oui, le petit tas de sentiments misérables de Malraux, enfin dont parle Malraux, c'est-à-dire cette espèce de petit clapotement en soi-même. L'écrivain, qu'est-ce que c'est qu'un écrivain? C'est un type qui a des problèmes, qui pense que l'humanité a des problèmes et qui va réussir avec ses misérables confidences à essayer de dénouer la pelote que l'humanité a nouée en elle-même depuis le début de la condition humaine, quoi. Donc c'est vrai qu'il y a quelque chose d'un peu ridicule chez l'écrivain. Et le journaliste, avec son côté complètement éphémère, passe comme un mousquetaire. C'est ce qu'on peut appeler la pensée hussarde, en fait. On se désengage, on est un peu irresponsable, on dit des choses avec beaucoup de panache, beaucoup de style. En tout cas, c'était le journalisme qu'il aimait. Il voulait pas donner de leçons, surtout pas de morale. Il se prenait pas pour un magistrat. Il n'aimait pas le Conseil supérieur de la magistrature, sauf la formulation, parce que le Conseil supérieur de la magistrature, c'est un alexandrin, mais c'est à peu près la seule chose qu'on peut lui reconnaître. C'est comme la Caisse des dépôts et des consignations, c'est un alexandrin également. Alors mon père aimait ça, quoi, la rythmique alexandrine de ce genre d'appellation administrative, mais il aimait aussi une forme de légèreté et d'élégance, voilà. Alors moi, j'ai fait le contraire, je suis un écrivain, donc effectivement, moi je voyage et puis ensuite je raconte en imaginant que ça va intéresser. Il s'est jamais opposé à mon petit prurite d'expression narcissique, mais il le considérait avec goguenardise et circonspection. Ça fait du bien quand même dans un rendez-vous autour du voyage d'entendre parler des hussards, d'évoquer la mémoire de Blondin, de Déon, de Roger Nimier de Jacques Laurent, de grands voyageurs. Absolument. De grands voyageurs. Qui n'a pas rêvé quand il était en Irlande au taxi mauve et au balcon de Spetses quand il était en Grèce? Là, c'est Michel Déon. Bien, alors, Sylvain Tesson, ce que je souhaitais aussi évoquer, c'est que si on est très content de vous avoir aujourd'hui, ce n'est pas pour autant la première fois que vous fréquentez ces rendez-vous, puisque vous en avez été un hôte dès les premières années. Oui, c'est vrai, je suis venu ici, je crois, on se rappelait ça hier avec Pierrette. Je suis venu ici, je crois, dans les années 2000 ou 2002, à l'issue d'un voyage que j'avais accompli avec Priscilla Telmont dans les steppes de l'Asie centrale. Alors, c'était les balbutiements du festival du carnet de voyage. Et c'est ça qui est merveilleux, c'est qu'il a grossi, il s'est augmenté, il est devenu le succès qu'on connaît, mais il a conservé son aspect de prime jeunesse, quoi, sa spontanéité, son naturel. Alors voilà ce que moi je retrouve 25 ans plus tard avec beaucoup de bonheur. Et puis évidemment, entre-temps, il y a eu les drames que l'on sait. Michel Renaud qui est tombé victime du terrorisme islamique. Et alors, il est quelque part, peut-être dans notre esprit, ou peut-être dans les nuages. Lui pensait davantage qu'il serait dans notre esprit que dans un paradis quelconque. Mais enfin, chacun met ses morts où il peut et chacun est comptable de son propre chagrin. Parlons voyage. Parlons voyage. Moi, j'avais envie j'ai pioché un petit peu
comme beaucoup de gens parmi vous. Donc, je suis votre itinéraire littéraire depuis de nombreuses années. Et comme je pense la majorité d'entre vous, nous sommes épris de voyage. Donc, ce que j'avais envie aussi, Sylvain, c'était de vous interroger effectivement sur le voyage. Et la première question qui vient à l'esprit, c'est à quoi sert-il de voyager? Alors, dans Bérésina, qui est un ouvrage qui m'a particulièrement marqué pour des tas de raisons d'ailleurs, vous dites « Un voyage, c'est une folie qui nous obsède, nous emporte dans le mythe ». Sylvain Tesson, à ce jour, pour vous, à quoi sert-il de voyager? Alors écoutez, là c'est la définition que vous venez de lire. Oui, bon, d'accord, je suis d'accord avec elle, mais en même temps, qu'est-ce que ça veut dire exactement? En fait, c'est tout le problème de l'écrivain. D'ailleurs, voilà, là on redonne à nouveau raison à mon père, c'est que l'écrivain c'est quelqu'un qui est obligé de faire des phrases. C'est ce qu'on lui demande, c'est ce qu'il s'impose à lui-même. Donc, bon, j'ai dit ça un jour. C'est quoi la phrase? Parce que c'est complètement... Un voyage, c'est une folie qui nous obsède, nous emporte dans le mythe. Eh bien, j'aime bien la question de mythe, parce qu'on parlera peut-être d'Ulysse tout à l'heure, mais... Ouais, enfin, soyons honnêtes, sans faire d'auto-dénigrement, mais c'est complètement vaseux, quoi, de dire un truc comme... Qu'est-ce que ça veut dire? Ça vous emporte dans le mythe. Moi, enfin, si on est très... Vous voyez, je vais vous dire quelque chose, alors là, pour le coup, de très sincère, parce qu'on est entre nous, quoi. C'est que si on est, et tout le monde est un peu concerné ici, à vrai dire, parce que tout le monde dessine, écrit, voyage, aime raconter son voyage. Si on est très honnête, qu'est-ce qui nous meut? Du verbe mouvoir, pas du verbe meugler. Qu'est-ce qui nous meut? C'est le plaisir. Et c'est ce qu'on aura la plus grande honte à avouer. Car on aura toujours l'impression qu'il faut articuler nos motifs de voyage dans des dimensions très nobles, très profondes, très utiles à la société, à la progression de l'humanité. Alors on dira que nous partons voyager pour, je sais pas moi, accroître la compréhension de l'autre, du mystère de l'existence humaine, ou bien pour étudier telle sous-espèce de sauterelle, ou pour apprendre le phénicien dans sa version cunéiforme des débuts, ou bien pour contribuer à la découverte de telle couche d'argile stratigraphique dans la fosse des Mariannes. Enfin, j'en sais rien, mais on trouvera toujours des motifs. Et personne n'osera trop avouer qu'en fait, le seul objectif, c'est de vivre selon le bon plaisir. Je crois que c'est ça. Alors, on pourra toujours dire des trucs comme ça, un peu semi-vaseux et demi-emberlificotés sur la poursuite du mythe. Mais en réalité, moi, si je voyage, c'est parce que j'aime diablement ça. J'aime me sentir en mouvement. Et après, je rajoute le gâteau de l'écriture sur la cerise de l'écriture sur le gâteau du voyage, c'est-à-dire le plaisir de raconter comme ça avec des mots ce que j'ai vécu, c'est-à-dire de prolonger mon voyage physique en l'écrivant. Ben voilà, je rajoute un plaisir au plaisir. Alors évidemment, c'est moins noble de dire ça, mais je crois que c'est plus honnête. Et oui, mais... D'ailleurs, juste un petit aparté, c'est que l'idée du voyage, c'est aussi quelque chose qui nous interroge. C'est-à-dire comment naît chez vous l'idée d'un voyage, et vous dites, vous avez écrit, alors est-ce que ça se vérifie là aussi, que souvent l'idée d'un voyage, il naît pendant précisément le voyage. C'est-à-dire que pendant que vous voyagez, vous imaginez déjà ce que pourrait être le voyage suivant. Oui, ça c'est quelque chose que j'ai souvent éprouvé. Par exemple, pour vous donner un exemple très concret, il y a quelques années, avec un petit bateau à voile, je suis allé de la Galice espagnole jusqu'aux Shetland écossaises en longeant les côtes, les Finistères et les promontoires de l'arc celto-atlantique. Bretagne, Cornouailles, Pays de Galles, Irlande, Écosse, Orcades, Shetland, et pour m'intéresser au merveilleux dans cette dimension de genre littéraire, quoi. Alors j'allais voir le paysage pour voir si la littérature et la poésie celtique s'étaient beaucoup imprégnées de cette rencontre des éléments qui s'opèrent sur la falaise côtière de l'Atlantique. Et en faisant ce voyage, cette navigation, naturellement, par définition, j'ai circulé avec le bateau à voile entre les écueils et les piliers de la mer dont je parlais à l'instant. Si bien que mon idée de les escalader et d'en faire le symbole de la résistance, de la rébellion, de l'anticonformisme, de l'anticonvention, de la séparation, de la singularisation et de l'isolement, eh bien cette idée est venue naturellement sur le pont.
après ce voyage-là consacré au merveilleux et au cycle arthurien, je me suis dit, un jour, je repartirai dans le seul objectif de grimper ces piliers de la mer, de les trouver partout où il y en a autour du monde, c'est-à-dire devant chaque falaise, selon le principe du recul de côte. Partout où il y a une falaise, il y a un stack, de même que partout où il y a un dogme, il y a sa contradiction. Et alors, ce voyage d'escalade à la croisée des éléments est né sur le pont d'un voilier. Donc ça confirme cette idée que j'ai souvent expérimentée, que l'idée d'un voyage naît au cours du précédent. Ça nous ramène quelque part à la notion de durée, de moment. J'ai toujours été frappé dans votre œuvre, dans votre trajet, dans votre itinéraire plutôt, parlons d'itinéraire littéraire, c'est que la notion du temps, le rapport au temps, l'importance accordée au moment et surtout à l'instant est un élément moteur, je dirais, de votre œuvre. On le voit d'ailleurs, puisqu'il y a eu, quand vous avez commencé à écrire, un certain nombre de voyages au long cours que vous avez accomplis dans les steppes, etc. On y reviendra peut-être si on a le temps. Aujourd'hui, vous parlez, quand vous parlez de voyage, et quand en tout cas on se réfère à ces voyages, vous parlez du voyage comme un perpétuellement jaillissement de moments. Cette notion d'appréhension finalement de l'instant, de sa richesse et de son rapport au monde, moi j'aimerais qu'on puisse peut-être prendre quelques minutes pour l'évoquer. L'expression que vous venez de prononcer, le perpétuel jaillissement d'imprévisibles nouveautés, c'est la définition que Henri Bergson donne du passage du temps, de la durée, dans un livre qui s'appelle L'énergie spirituelle. Le temps, c'est le perpétuel jaillissement d'imprévisibles nouveautés. Et moi, je trouvais tellement belle cette expression quand je l'ai lue, le perpétuel jaillissement d'imprévisibles nouveautés, que je me suis dit, il faut réussir à faire de ces chapitres de voyage, et en particulier, et de ces chapitres de vie en général, un perpétuel jaillissement d'imprévisibles nouveautés. Seulement pour que le perpétuel jaillissement d'imprévisibles nouveautés soit captable, et puis ensuite restituable par l'écriture, encore faut-il être aux aguets et pouvoir le recevoir, et pouvoir se laisser traverser par la fluctuation des heures. Et pour cela, il faut d'abord être attentif à ce qui passe autour de soi, et il faut progresser lentement, si possible avec effort. Enfin, quand je dis il faut, moi c'est le catalogue d'impératifs que je me suis donné à moi-même. Donc aller lentement, longtemps, dans une forme de lourdeur, de difficulté, d'âpreté. Et à ce moment-là, on a véritablement que le temps n'est plus une espèce de saccade décomptée de moments qui s'additionnent les uns aux autres et qui sont calculés par la statistique temporelle, mais que le temps redevient cette pâte élastique, fluctuante, fluide, alluviale, qui charrie ces secondes, lesquelles sont toutes liées l'une à l'autre, chacune se dissolvant dans la suivante et chacune se générant par la précédente. Voilà ce que c'est que la dimension du temps pour le voyageur au long cours qui use de l'effort et de la lenteur. Je suis en train de lire en ce moment un livre que je découvre. J'étais passé à côté, qui s'appelle « Seul à travers l'Atlantique » de Alain Gerbaud, navigateur des années 30, sur un tout petit bateau qui s'appelait le Firecrest. Il a fait un tour du monde à la voile sur un bateau absolument minuscule, sans un gramme de moteur, naturellement. Il n'avait même pas l'aide d'une annexe et d'un moteur. Et il raconte ce perpétuel jaillissement d'imprévisibles nouveautés, dans la mesure où, comme il n'allait qu'à la voile sur une toute petite embarcation, parfois, simplement pour rentrer dans une baie et atteindre un port, il mettait 3 jours. Et alors il revenait à cette espèce d'extraordinaire allégeance, amitié, affection que l'on contracte avec le temps, au lieu d'essayer de le maîtriser. Et là, et pour finir, ça m'obsède tellement cette question du temps. À vrai dire, moi, c'est le seul endroit où je voyage, c'est dans le temps. Alors, je donne l'impression de m'agiter beaucoup dans l'espace et de fluctuer dans la géographie, mais en réalité, c'est simplement pour voyager dans le temps. Et je pense que tous les voyageurs, à un moment donné, réfléchissent à cette... sont-ils des voyageurs des spationautes ou
ou des chronautes, des voyageurs du temps. Moi, je suis tellement obsédé, moi, par cette idée-là, que j'ai beaucoup réfléchi à la mesure du temps. Et la mesure du temps, au XVIe siècle, à la Renaissance, des ingénieurs hollandais ont inventé un petit principe d'engrenage qui s'appelle l'échappement. Alors ceux qui s'intéressent à l'horlogerie, à la minutie de la science horlogère savent de quoi je parle. L'échappement, c'est un petit rouage qui retient la roue crantée des mécanismes d'horloge et qui permet la saccade de la trotteuse. Quand vous regardez votre trotteuse, c'est parce qu'il y a un petit truc, une petite pièce de retenue, un ressort qui revient, un clapet, qui s'appelle l'échappement. Et c'est l'échappement qui a permis le décompte des secondes, qui donne les minutes, qui donne les heures. Le tic-tac, cette impression que le temps est une saccade. Et donc, la possibilité de le maîtriser, de le compter, de le mesurer, de le statistifier, de le numériser et d'en faire non plus un perpétuel jaillissement d'imprévisibles nouveautés, mais d'en faire une espèce de saccade qu'on peut décompter. Et à ce moment-là, le temps devient de l'argent, quoi. Time is money. Et à ce moment-là, on va le gagner, on va lutter pour faire tant de temps de ceci, tant de temps de cela. On va rentrer dans une conception moderne du temps. Et moi, je suis tellement obsédé par cela que je préfère la mesure du temps organique, fluide, c'est-à-dire celle du sablier, celle du cadran solaire ou celle de la clepsydre, l'horloge à eau, qui est une mesure non plus de la saccade temporelle, mais de sa fluctuation, fluidité. Et c'est pour ça que moi, je ne porte jamais de montre à mécanisme, je porte que des montres à quartz, qui sont des montres avec du silice et qui n'ont pas d'échappement. Parce que je trouve que l'échappement est un truc assez satanique. On a réussi, non mais sans blague, on a mécanisé le temps avec l'échappement. Pensez-y quand vous entendez le tic-tac de votre montre. Et l'humanité se divise dans ces catégories-là. Parfois c'est inconscient, mais il y a les gens qui préfèrent les montres à quartz et ceux qui préfèrent les montres à échappement. Tout est important en fait, y compris ce genre de détails. Soyons du côté du sablier, coulons dans le goulet. Au lieu de faire comme le cuisinier japonais qui va découper le concombre avec sa machette pour tout saccader. Il ne faut pas prendre le temps pour un concombre qu'on découpe. Alors après le temps, toujours dans ce que j'ai retenu, j'ai essayé d'agréger quelques éléments forts, en tout cas à mes yeux, celui de l'effort. C'est-à-dire que dans beaucoup de vos voyages, l'effort est une composante. Alors je ne dirais pas que c'est une recherche, mais c'est une composante. L'effort est partie intégrante. On parlera très rapidement sur les chemins noirs et la raison d'ailleurs de ce voyage. Quand vous êtes... que c'est. On dit toujours d'éteindre ses téléphones et voilà l'exemple que je donne. Désolé pour vous et pour moi surtout. Donc cette notion d'effort qui est dans beaucoup de vos voyages, je le disais, vos ouvrages ne sont pas l'expression d'une recherche d'effort et de montrer le volet surhumain que vous pourriez avoir par rapport à d'autres voyageurs qui vous ont précédé ou qui vous accompagnent parfois. J'aimerais qu'on parle de Daniel Dulac tout à l'heure. Vous dites l'esprit oublie vite la souffrance du corps et ce qui m'intéresse, c'est le ressort de la vie effacé et recommencer. Ce rapport à l'effort et je dirais son expression, Sylvain Tesson. Oui, mais alors là, je pourrais dire que des choses très banales et ordinaires qui semblent tout à fait évidentes pour tout voyageur. C'est que ce qui est acquis, obtenu après l'effort, est plus intense, profond et vous laisse des souvenirs plus marquants que ce qui est attrapé comme ça au gré des hasards. Enfin bon, une fois qu'on a dit ça, c'est extrêmement banal et pourtant c'est une vérité. Comme souvent, elles sont ordinaires, celles qui sont les plus cuisantes. Alors bien sûr qu'un sommet qui est atteint après non seulement l'effort, mais parfois la sanction du danger, vous laisse des souvenirs beaucoup plus profonds. Moi, je ne conçois pas de voyage sans lenteur et sans effort. Et donc, j'ai voué ma vie à essayer de parcourir le monde en recherchant relativement des difficultés. Parce que j'ai un petit peu quand même de scrupule à parler du goût de l'effort et du goût du risque à 53 ans. Parce que quand on atteint 53 ans,
ça veut quand même dire on a un certain sens de la préservation de soi-même, quoi. Donc, faut pas exagérer. Seul celui qui a disparu peut vraiment parler du goût du risque, si vous voulez. Mais malheureusement, il est plus là pour le faire. Mais lui, il aurait la légitimité de le faire. Moi, j'ai 53 ans, donc je parle pas du goût du risque. Je m'éternise plutôt. Comme disait Gide, première règle de l'art, ne pas s'attarder. Alors, bon, moi, je me suis un peu attardé. Mais disons que l'effort, c'est évidemment un surcroît d'intensité, de toutes les stimulations qu'on peut avoir, des sensations que l'on vit, des émotions qui vous traversent. Et en vertu, alors ça, je ne sais pas si vous êtes versé dans les sciences de la psychophysiologie, mais il est évident qu'à un moment, l'effort pousse des portes de l'inspiration qui sont inconnues aux sédentaires qui vit comme un sybarite dans les délices, quoi. C'est-à-dire qu'on ne pense pas de la même manière quand on souffre un peu. Voilà, alors c'est ça aussi, moi, c'est l'aiguillon de l'effort pour l'exercice de la pensée. Ce que Montaigne, dans les essais, appelle l'exercitation. C'est-à-dire l'exercice physio-psychologique c'est pour ça qu'il était cavalier et qu'il aimait voyager à cheval. Parce qu'on est mal, on est un peu inconfortable, on a des douleurs, et alors à ce moment-là, ça provoque d'autres mécanismes de réflexion en vous. Je crois que l'effort, oui, est l'un des compagnons d'une certaine forme d'inspiration. Mais voilà, je ne veux pas non plus faire une apologie de l'effort et de la douleur. Moi, je ne suis en aucun cas masochiste. Mais j'ai remarqué quand même que les livres les réflexions de carnets intimes qui procèdent d'une longue journée à peiner sur la piste sont d'une autre nature, peut-être plus sincères, peut-être plus profondes, plus proches d'une certaine vérité des caves de l'être que les journées très agréables vécues dans des environnements charmants. Et voilà. Tout ça est très banal, mais je le vis dans l'oscillation de mon existence de voyageur entre les moments de grand bonheur dans des Capoue, les délices de Capoue, et puis des moments où je peine un peu sur la piste. Vous avez cité Montaigne et ça va permettre de faire le lien aussi avec le sujet de la marche que j'aimerais que l'on aborde. Montaigne qui disait mon esprit ne va si mes jambes ne l'agitent. Voilà. Donc, ce que j'aimerais, c'est qu'on évoque maintenant donc cet ouvrage que vous connaissez sans doute ou pas d'ailleurs, puisque en fait c'est je ne vais pas parler de nouveauté. En tout cas, il vient de paraître tout récemment, Sylvain Tesson, donc sur les chemins noirs, qui est en fait une réédition, mais une réédition augmentée avec l'apport d'un artiste majeur. Alors j'ai appris grâce à vous, Sylvain, qu'on ne disait pas Schuiten, mais Schuiten. Schuiten. Donc, avec l'apport de Schuiten, et on parlera de la carte à gratter, bien sûr, naturellement. Mais revenir peut-être sur l'exégèse de la précédente édition sur les chemins noirs, qui est liée à une chute. Voilà. Et hier, vous avez eu une rencontre à la librairie Les Volcans, hier soir, avec David Ducreux, et David a cité par deux fois Camus. Il l'a cité une première fois en citant L'homme révolté, une seconde fois en citant le mythe de Sisyphe, et en préparant notre rencontre, paradoxalement et sans qu'on se soit concerté avec l'ami David, moi j'ai pensé au livre de Camus, La chute, naturellement. La chute, vous en connaissez peut-être le récit, ou en tout cas le fondement, l'environnement. C'est un homme qui marche, qui est assis, je dirais, dans ses certitudes, et puis qui assiste à une noyade, une femme qui se jette dans l'eau, et en fait qui ne réagit pas. Et du coup, c'est toute une transformation qui s'opère, et une déstabilisation. Voilà. Donc, alors bien sûr, le rapport peut être assez contestable de ce que je fais, mais il est bien question d'une chute, celle que vous avez connue donc dans la nuit du 21 au 22 août 2014, et une forme de transformation qui s'est opérée en vous, et qui a conduit là, paradoxalement et contrairement à la chute, plutôt à une
élévation. D'ailleurs, la majorité de votre œuvre sur les piliers de la mer, il est toujours question d'élévation, d'aller vers le plus haut d'un point de vue physique ou d'un point de vue même parfois moral, éthique, etc. Donc, pour revenir sur ce sujet-là, Sur les chemins noirs, en fait, est né après la chute d'une volonté de traverser la France pour effectivement reprendre corps avec la vie, l'existence, et reprendre corps avec le réel. C'était bien ça, Sylvain Tesson ? Oui, oui, moi ça n'a pas grand-chose à voir avec la chute de Camus, dans le sens où la chute de Camus, c'est une introspection d'un homme qui est très content de lui-même, qui est un peu un autoportrait du Camus, de Albert avant Camus, et puis qui à un moment est confronté à sa lâcheté en fait, et qui soudain décide non seulement de se remettre en question, mais de tuer en lui tout ce qu'il a été. En cela, d'ailleurs, il y a une forme d'élévation dans cette chute, quoi. Il essaie de redevenir un autre. Je deviendra peut-être un autre. Rimbaud. Ça, c'est Rimbaud. Je est un autre, c'est Rimbaud. Et je deviendra peut-être un autre, c'est le héros de la chute de Camus. Moi, c'était une chute qui n'avait rien de métaphysique. Je m'étais emboîssonné, j'ai glissé d'une gouttière. Tu parles de métaphysique, quoi. Moi, c'était le beauf sur le toit, quoi, si vous voulez. C'était même pas le bœuf sur le toit. C'était même pas le cabaret de Jean Cocteau, quoi. Alors non, lamentable. Qu'est-ce que vous voulez après, moi, j'avais 26 fractures. Dont 5 du crâne, c'est trop pour un seul homme. Les deux poumons crevés, les côtes explosées avec les échardes d'os plantées dans le cœur. Tout ça était vraiment tout à fait pénible pour continuer à faire des claquettes, quoi, si vous voulez. Alors après, moi, j'ai fait un serment d'enfance qui était de dire si je me relève, je pars à travers la France, rejouer aux cow-boys et aux Indiens, quoi, dans la clairière, à faire des feux de bivouac. Et puis, comme j'ai eu la chance de survivre, puis d'être merveilleusement pris en charge par le système médical moderne, et puis par la sollicitude de mes proches, par l'amour de ceux qui m'entourent, peut-être par un petit exercice aussi de la volonté, enfin bon, toutes ces choses-là, quoi. Par la volonté de l'oubli aussi. Là, je tiens à le préciser parce que bon, je sais qu'il y a toute une option. Je ne la juge pas. Je ne la confronte même pas. Je ne dis même pas que l'une contredit l'autre. Mais je dis que l'une peut se vivre sans considérer l'autre. L'autre option, c'est l'option de la résilience. Ou alors de la pensée du traumatisme, de l'expression du traumatisme. Moi, j'ai choisi l'autre. C'est-à-dire, j'ai oublié, j'ai même dénié. Ça porte un nom en psychiatrie, ça s'appelle l'anosognosie, quand on refuse de réfléchir, de penser et même de considérer ses malheurs. Le côté never explain, never complain, qui a été mon éducation d'ailleurs, le il ne tient qu'à toi de ma mère. Eh bien, je dois dire que moi, ça m'a plutôt servi. Alors voilà, encore une fois, je ne dis pas qu'une éducation est meilleure que l'autre. Il y en a une qui est plus à la mode que l'autre en ce moment. Il y en a une qui fut plus à la mode que l'autre fut un temps. Mais moi, j'ai choisi celle-là et puis je suis parti alors que rien ne me disposait à repartir sur les chemins parce que j'étais encore très affaibli. Je suis parti traverser la France à pied et ça m'a sauvé. Voilà, la remise en marche m'a permis de revenir à moi-même. Et donc, j'ai écrit un livre qui raconte cette balade à travers la France qui s'appelait Sur les chemins noirs. Et alors, ce merveilleux artiste belge que j'ai eu l'occasion de rencontrer, qui est devenu un ami, pour qui j'ai beaucoup d'affection, qui s'appelle François Scoyten. Mais c'est écrit François Schuiten. Alors évidemment, moi je l'appelais François Schuiten. Il m'a dit on dit Scoyten. Alors il est belge, un peu flamand. Et alors vous le connaissez peut-être parce qu'il a composé une œuvre il y a quelques années qu'il a vraiment fait connaître, qui s'appelle Les Cités Obscures. C'est un architecte, mais c'est aussi un grand poète. Et on s'est très bien entendu. Il a proposé d'offrir une illustration de ce livre, Des chemins noirs, qui raconte ma marche, ma fugue vers la vie. Et il a utilisé une technique qu'il a proposée, qui s'appelle la technique de la carte à gratter, que je ne connaissais pas. Et la carte à gratter, c'est l'antigravure. C'est-à-dire vous prenez une surface opaque et avec un stylet ou une aiguille, vous faites revenir le blanc à la surface de l'opacité.
c'est contre la gravure. La gravure, l'entaille accueille le noir, alors que là, l'entaille fait jaillir la clarté. Or, c'était exactement le principe mécanique de ma marche. Moi, je demandais à la marche de ramener la lumière en moi, parce que j'étais tombé vraiment dans le fond de la cuve, et il fallait que je revienne à la surface. Eh bien, Schouten a trouvé dans sa technique l'exacte correspondance graphique de la mécanique métaphysique que moi j'opérais. Alors franchement, je lui ai dit, mais bien sûr, quelle superbe idée. Alors il a fait ses cartes à gratter pour illustrer mon voyage, jeter les scolopendres et demander au mouvement, à l'effort, au temps, à tous les thèmes que vous avez évoqués au cours de cette conversation, de faire rejaillir en moi les forces que cette chute avait écrasées entre moi-même et le béton. Toujours pour parler de Schouten, qui est passionné par les animaux, je crois, et qui a un chien. Cette petite anecdote que vous livrez d'ailleurs en préambule de cet ouvrage, donc le jour où il est invité à l'Élysée. Oui, et il est invité. Alors il a un chien, un setter, je crois, hein, un superbe chien qui s'appelait Jim, puis qui est mort. Il a consacré un livre à son chien. Il a à l'égard des chiens une affection dont on peut se moquer. Moi, jamais je ne m'en moquerai, parce que j'accorde toujours beaucoup, au contraire, beaucoup d'affection aux êtres qui manifestent à l'égard des animaux le même degré d'affection qu'ils manifestent à l'égard de leurs semblables. Et ça me plaît beaucoup, moi. J'ai toujours pensé que l'humanisme était un corporatisme et que l'amour des bêtes trahissait en fait une capacité d'expression de l'affection qui était plutôt noble. Et alors, lui aime ses chiens de manière inconditionnelle. Et un jour, Macron, qui est, vous avez oublié, parce que le personnel politique, c'est comme dans l'hôtellerie, ça change si vite avec la démocratie. Alors au moins, avec la monarchie, on en avait pour 2 siècles, alors on n'oubliait pas les noms, quoi. Alors bon, Macron, c'est un président d'un très jeune, un brillant garçon, et puis alors, là, on ne sait plus très bien ce qu'il est devenu, mais il invite Schouten à l'Élysée pour un dîner, alors il invite les Belges de Paris. Il y avait le roi qui était là, le roi des Belges à la table de l'Élysée. Et puis alors, il se dit, on va inviter le grand artiste belge, François Schouten. Alors Schouten dit au protocole de l'Élysée, ah ben, très bien, je suis ravi de cette invitation, j'aurai un chien. Et alors là, le protocole lui dit, vous ne pouvez pas venir avec un chien parce qu'il y a le chien du président. Et là, Schouten a dit, ah ben écoutez, si vous n'accueillez pas mon chien, je ne viens pas. Eh bien, j'ai trouvé que le maître du chien qui refuse un dîner à l'Élysée avec le roi des Belges et le jeune président, et qui ne vient pas parce que son chien n'est pas invité, je trouve ça magnifique. Ça a contribué à renforcer ma sympathie pour lui. Et son chien s'appelle Ulysse. Comme quoi, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Non, mais il y a une école belge de l'amour des chiens, quoi. Rentemplan, c'était Lucky Luke. Celui de Roba, c'était le Boule et le Bill. Et puis le Milou. Ben, Milou. Évidemment, Milou. Et puis il doit y avoir plein d'autres chiens. Et il y a maintenant le Ulysse et le Jim de Schouten. Alors revenons sur le mouvement, parce que vous avouez que vous êtes passionné par les techniques de mouvement. Alors c'est toujours paradoxal de lire un extrait d'un ouvrage devant son auteur, mais j'aime bien cette notion-là. On parlera de géographie d'ailleurs après. Je suis passionné par les techniques de mouvement, quelles qu'elles soient, biologiques, sociales, militaires. La manière dont les bêtes circulent me passionne particulièrement et je m'intéresse aux déplacements humains lorsqu'ils sont naturels, à bicyclette, à cheval, à pied. C'est cette passion finalement que vous éprouvez au quotidien, jusqu'à venir préférer venir à pied à Polydôme plutôt que d'employer les transports en commun comme vous l'avez fait hier aujourd'hui. On en revient effectivement à cette mécanique de la marche, à cette libération de l'esprit, mais ça va jusqu'où, je dirais, cette passion pour le mouvement qui s'exprime effectivement de différentes manières? Qui ne l'a pas? Enfin, le mouvement, c'est la mécanique, c'est la mise en marche des choses, c'est peut-être la définition de la poésie, c'est le mouvement des choses, c'est la dynamique de la pensée. Enfin, toute dynamique m'intéresse, toute thermodynamique d'ailleurs m'intéresse. Vous voyez, le principe de thermodynamique qui est que par le frottement de 2 corps, on va créer une chaleur et qui deviendra de l'énergie, avec une déperdition, je trouve ça superbe. C'est la vie, quoi. Le mouvement, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, c'est que franchement, que celui qui n'est pas intéressé par le mouvement, c'est la plante verte, le ficus, la salade cuite, la blette.
n'est pas intéressé par la pomme cuite n'est plus intéressée par le mouvement. Eh ben moi, je suis pas tellement fasciné par les pommes cuites, quoi. Qu'est-ce que vous voulez? Alors, tout mouvement m'intéresse parce que quand on remonte la filière du mouvement, c'est-à-dire son objectif, sa source et son mode opératoire, eh bien, on a un spectre d'intérêts et d'études qui est très large. C'est extraordinaire. Moi, j'aime les trajectoires parce que qu'est-ce que c'est qu'une trajectoire? C'est une intention, un désir et une réalisation au milieu. Alors, avec ces trois temporalités-là, le passé, le futur, le présent, c'est-à-dire l'intention, l'objectif et la mise en marche et la mise en œuvre, le mode opératoire, vous avez l'explication. En tout cas, vous avez la grille de raisonnement pour considérer la plupart des choses de l'existence, quoi. C'est pour ça que j'aime le mouvement. Et alors, dans le mode opératoire, j'adore tous les mouvements. C'est pour ça que le monde animal, la biologie, nous offre une espèce d'efflorescence dans le spectre des modalités du mouvement extraordinaire. Il y a des bêtes qui utilisent le parasitisme, il y en a d'autres qui ont l'articulation arthropodique avec des articulations à 8 pattes, sans thorax, avec les pattes directement branchées sur la tête. Enfin, c'est incroyable, les arthropodes. Les céphalopodes qui se contractent comme ça. Enfin, bon, voilà, j'adore tout. On pourrait comme ça faire des heures à détailler toutes les modalités du mouvement. Et alors, chez les hommes, moi, tous les mouvements m'intéressent, moi. Les mouvements de blindés sur les plaines, comme les mouvements des danseuses qui traversent la Seine en 3 entrechats. Et finalement, même la chute est un mouvement. Moi, je me suis tellement intéressé au mouvement que je me suis jeté par la fenêtre un jour, si vous voulez. Tout ça, c'est des mouvements. Voilà, moi, je suis dans la mobilité. Je trouve ça magnifique. Ça porte un nom en psychiatrie. Ça s'appelle la dromomanie. C'est-à-dire, ça devient une pathologie quand on ne peut pas faire autrement que se lever et partir. Le « on se lève, on se casse » de Madame Despentes, je crois, est pour moi un slogan qui claque magnifiquement. Il avait été prononcé, il est vrai, dans l'évangile de Saint Matthieu, mais enfin on a les références qu'on peut. Celles de l'époque s'accordent davantage au « on se lève, on se casse », mais fut un temps où la civilisation se souvenait du « viens et suis-moi » que le Christ adresse dans Saint Matthieu aux mendiants. La géographie qui est une composante essentielle déjà de votre formation, de votre parcours et de votre regard, et que je souhaitais évoquer. Pourquoi? Parce que on parle souvent de l'apport des sciences, on parle naturellement beaucoup de l'apport de l'histoire, des lettres, etc. Mais les géographes, j'ai un peu cette impression, est une espèce en voie de disparition. On le voit, à mon sens, dans l'enseignement, et on le voit aussi dans son expression. Or, chez vous, il y a véritablement, par votre parcours, de par votre expression, un regard très particulier sur ce que l'on pourrait appeler de manière générale la géographie et de manière particulière les paysages. D'ailleurs, vous dites que j'aime plus les paysages que les visages. Alors évidemment, on peut avoir tout un tas de références, Yves Bonnefoy notamment, et remonter beaucoup plus loin. C'est quoi effectivement c'est non pas une passion, mais qu'est-ce que pas cette filiation, puisqu'on parlait de filiation tout à l'heure, avec le paysage, avec la géographie? En quoi, pour vous, je dirais, le regard que l'on porte sur l'ailleurs, avec ses horizons, avec ses paysages, c'est quelque part, je ne parlerai pas de forme d'humanisme, mais c'est une composante essentielle de votre existence. Moi, je comprends mieux les paysages que les hommes. Je m'intéresse à l'action de l'homme sur les paysages quand l'histoire rencontre la géographie et modèle le paysage. La France des collines, par exemple, du géographe Pierre Georges. L'identité de la France, que vous avez étudiée quand vous étiez à la fac à Montpellier, de Fernand Braudel, le dernier grand représentant historien de l'école des Annales, qui avait donné une composition superbe du paysage français en montrant combien l'histoire avait, au fur et à mesure des siècles, par petites touches impressionnistes, recomposé le paysage français. Donc oui, moi je m'intéresse profondément au paysage. Rien ne me bouleverse plus qu'un paysage. Je le comprends mieux qu'un visage. Je m'en souviens mieux. Voilà, je ne fais pas non plus une olympiade de ce que je préfère, parce que ça n'a pas d'intérêt, mais disons que le paysage, en plus, varie moins vite que le visage, quoi.
Moi, quand je vois mon visage dans la glace tous les matins, je me dis, mon Dieu, mais quelle avalanche, quel glissement de terrain. Ça va quand même moins vite dans un paysage, quoi. Il y a une fixité dans le paysage. Et je pense qu'on rejoint là le principe de la dromomanie. L'homme essaye toujours de corriger son penchant par ses goûts. Et alors moi, mon penchant est un penchant de l'agitation. C'est tout ce dont je viens de vous parler avec le mouvement qui finit par créer chez moi une espèce de trépidation légèrement inquiétante. Et je corrige ce penchant par un goût pour la fixité des choses. Et je m'intéresse dans les paysages au vieil écho des millions d'années. Ça me fascine parfois de voir des formes de relief qui n'ont pas varié. Enfin, qui ont peu varié, qui à l'œil semblent n'avoir pas du tout varié. Et c'est le correctif de ma propre agitation personnelle et de mon angoisse de la fuite du temps. Alors voilà, pour cette raison-là, entre autres, j'aime les paysages. Je suis d'ailleurs en train en ce moment de mener une conversation épistolaire avec Monsieur Régis Debray, qui est peut-être venu ici, je ne sais pas, au carnet de voyage. Et alors, Monsieur Régis Debray, qui, comme vous le savez, est ce médiologue, il avait fondé la science de la médiologie. C'est un philosophe, écrivain et littéraire, qui a été un militant. Et nous sommes en train de mener une conversation sur la dialectique, le thème dialectique de l'histoire et de la géographie. C'est-à-dire de ce sentiment de l'homme qu'il peut avoir une maîtrise de son destin. Ça, c'est l'historien. Et puis ce sentiment du géographe que l'homme n'est finalement que le disciple du sol. Ça, c'est davantage mon penchant à moi. Alors, nous faisons semblant chacun de nous camper sur nos positions pour que la dialectique soit plus saillante. En réalité, on exagère un peu, on procède par caricature, mais c'est normal, sinon il n'y aurait pas de débat. Et c'est la vieille dialectique qui, à mon avis, préoccupe beaucoup d'esprits de voyageurs. Faut-il, quand on a 20 ans, être un militant ou un aventurier? Faut-il peser sur l'histoire ou jouir de la géographie? Faut-il essayer de changer le monde ou faut-il essayer de courir le monde? Faut-il faire mettre le feu au quartier général ou bien faut-il faire un feu de bivouac? Alors, moi, j'ai préféré le feu de bivouac parce que mon goût de la légèreté, de la gaieté, de l'irresponsabilité, mon goût de l'enfance, de l'innocence et de l'insolence m'a plutôt mis du côté de l'aventurier qui veut faire la grande fête et la célébration de la géographie plutôt que du militant qui veut donner à l'histoire la forme de ses idées. Alors, j'ai eu un message de Pierrette Viel, donc la présidente de l'association, dans mon oreillette, et qui, par mon intermédiaire, vous propose de continuer cet échange avec Régis Debray ou de venir nous le partager lors d'une prochaine édition du Rendez-vous international du carnet de voyage. Et merci en tout cas d'en être notre ambassadeur. Merci à vous, Sylvain. Et puisque finalement on parle d'échanges, on parle de rencontres, je ne voulais pas que l'on aborde ou que l'on oublie d'aborder aussi vos compagnonnages de voyage, puisque si un certain nombre d'itinéraires, de cheminements comme sur les chemins noirs, c'est majoritairement effectué en solitaire. Je dis majoritairement parce que pas tout le temps, vous êtes rejoint aussi par certains de vos compagnons. Il y a notamment les Piliers de la mer et d'autres ouvrages, donc une figure essentielle qui vous accompagne, notamment sur les sommets. C'est Daniel Dulac, qui est un guide de montagne. Vous avez ici croisé le chemin et vécu une expérience extraordinaire. Je pense à la Panthère des Neiges, naturellement, avec Vincent Munier. Il y a également un auteur habitué, d'ailleurs, de ces carnets de voyage, qui est Cédric Gras, qui a également eu l'occasion de partager un certain nombre de vos cheminements, itinéraires et aventures. C'est quoi l'importance pour vous d'avoir c'est pas les piliers de la mer, là, c'est les piliers de la vie autour de vous, au-delà de l'aspect technique que peut apporter Daniel Dulac sur la notion d'alpinisme? Parce que moi, j'aime l'amitié et je trouve que j'aime bien partir en bande à part, comme disait Jacques Perret. J'aime bien la bande à part. J'aime bien le côté
de la We few, we happy few, comment c'est, we band of brothers. Oui, c'est les happy few, quoi. Les fellows, comme dit Henri V, voilà, sur les remparts de Azincourt. We few, we happy few, we band of brothers. Alors, ça me plaît de voyager avec cette idée-là. Le voyage est la patrie de l'amitié, et j'ai des grandes amitiés. J'aime bien la relation humaine, la relation sociale de l'amitié, parce qu'elle est choisie, parce qu'elle est éphémère, parce qu'elle n'est pas soumise à la comptabilité de l'utile, parce qu'elle est souvent gratuite. Alors pour cela, j'aime beaucoup l'amitié. Je ne dis pas que c'est la seule relation que je mets au firmament des relations humaines, mais l'amitié est très belle. Et puis celle des alpinistes a ceci de particulier que il y a un lien à la vie et à la mort, puisque l'alpinisme a inventé cette relation humaine très étrange qui consiste à devoir la vie à celui avec lequel on est encordé, mais à ne pas avoir à subir sa présence en permanence, puisqu'il y a la distance de la corde. Alors ça, je trouve ça superbe, de devoir la vie à quelqu'un, mais qu'on n'est pas obligé de se farcir à longueur de journée, côte à côte. Il y a une espèce de distance. C'est magnifique. Quand on descendait les stacks en rappel avec Daniel Dulac, on se mettait chacun d'un côté à l'autre de la corde et on descendait par contrepoids. La corde n'était pas accrochée à un piton. Parfois, on avait 60 mètres, parfois 100 mètres de vide sous les fesses. Et puis, on descendait comme ça. Et là, pour la première fois de ma vie, le poids de l'autre était un bonheur. Parce qu'il y avait le contrepoids. Alors que souvent, dans nos existences, le poids de l'autre, c'est ce dont on se passerait bien. Alors, voilà. Alors, il y a un autre camarade qui est Thomas Gouasque, que j'aime beaucoup, qui est un photographe, avec qui je voyage depuis une trentaine d'années. Je suis allé avec lui en Afghanistan, au Mali, en Syrie, en Irak, beaucoup de voyages. Et c'est merveilleux. Voilà. Ce sont mes amis que je quitte et que je revois comme si on s'était quitté hier. Enfin, tout ça est banal, tout ça est vécu par chacun d'entre nous. Mais voilà, c'est une belle relation de voyage. Alors après, il y en a une autre. Il m'arrive parfois d'emmener Catherine Van Hoffelen, la philosophe que vous avez interviewée, Vincent, hier et tout à l'heure, je crois. Et qui alors ça, c'est merveilleux de voyager avec Catherine Van Hoffelen parce que elle vous parle d'Aristote au relais d'escalade et après elle vous parle de la phronésis quand vous vous jetez à l'eau. Alors évidemment, ça procure un raffinement et une délicatesse à une vie qui parfois ressemble davantage à la vie de caserne. D'ailleurs, vous pourrez retrouver Catherine Van Hoffelen à 11h dans une salle juste à côté. Et si vous voulez savoir tout autour de la notion de phronésis qui renvoie tellement au voyage et à l'existence, je vous invite à l'y retrouver tout à l'heure. Donc, on a parlé de l'amitié. J'aimerais qu'on revienne sur un petit détail pratique qui intéressera, je pense, chacune et chacun d'entre vous et que vous citez d'ailleurs parfois. C'est quand on part en voyage, on sait très bien qu'on est contraint. Choisir, c'est renoncer. On est contraint au-delà de l'aspect matériel des choses en termes d'habillement et d'outils, mais vous ne partez jamais sans une petite bibliothèque. Il faut choisir ses ouvrages avant de partir. Donc, comment vous y prenez? Je crois qu'au départ, alors pour vous, pas question de guide de voyage. Il faut quand même laisser une petite chance à l'imprévu. C'est des romans, c'est de la poésie. Je crois qu'il est beaucoup question en ces moments poétiques pour vous. C'est des aphorismes. C'est comment vous choisissez à chacun de vos voyages, en fait, votre bibliothèque de poche, pour le coup. C'est une très belle question, parce que d'ailleurs, on aurait pu consacrer une rencontre entière à cette question de qu'emporter à lire. Alors, comme mon dos est blessé par ma chute, je ne peux plus emporter 19 volumes de l'Encyclopédia Universalis quand je marche, ni des dictionnaires. J'aimerais, moi, pouvoir avoir une poulka et emporter ma bibliothèque, mais ça, c'est pas possible. Alors, j'ai utilisé plein de moyens possibles, j'ai tout cherché, j'ai pris des Pléiades à un moment, parce qu'il y a un très beau rapport entre le volume, le poids et la masse de lecture. Et puis, je roulais mon tabac dans les feuilles de la Pléiade, qui est du papier cigarette, après avoir lu, appris, médité sur la page que je venais de lire. Je suis parti beaucoup avec des livres de poche, mais bon, on les dévore. Alors après, que reste-t-il? C'est embêtant.
Après, il m'est arrivé une fois d'avoir 5 jours dans une petite cachot au Tadjikistan sans pouvoir lire. C'était la 201e division blindée de l'armée russe qui nous avait arrêtés avec Alexandre Poussin quand on avait traversé la Moudaria entre l'Afghanistan et le Tadjikistan. Ils avaient été très cordiaux, mais enfin fermes dans leur invitation à ne pas sortir de la pièce. Et on n'avait pas de livre. Alors j'étais très déçu. J'ai appris entre-temps d'ailleurs qu'à la prison de la Santé, on n'a pas le droit de faire rentrer de livres en hardcover. Avis aux éditeurs, si vous voulez une diffusion dans les prisons françaises, cessez le hardcover, qui est une mode qui revient en ce moment, la couverture dure en carton. Seuls les livres souples peuvent être diffusés dans les prisons. Alors c'est un problème, qu'emporter à lire. Et alors je l'ai réglé ce problème. Un jour j'étais à la Légion étrangère en Guyane, dans le stage de combat en milieu forestier équatorial, le 3e régiment étranger d'infanterie. Et il y avait un Moldave qui lisait beaucoup dans son hamac. Alors il lisait des romans. Et il y avait un lieutenant qui était un normalien, qui avait quitté Normal Sup. C'était le traducteur de Lucien de Samosate, stoïcien du IVe siècle. Et ce traducteur a eu dans sa vie une rupture. Il est rentré à la Légion étrangère en venant de Normal Sup. Et la seule chose qu'il avait emporté de sa vie d'avant, c'était un gaffio, le dictionnaire français-latin. Il avait un gaffio dans son hamac au milieu des migales en pleine Guyane. Il dormait avec son fusil et son gaffio. Ils sont bizarres à la Légion étrangère. Et alors le gaffio avait une couverture de tissu qui très vite avait été mangée par la vermine de la jungle. Alors il l'avait recouverte de plastique. Il dormait avec son gaffio. C'est incroyable quand même. Alors, moi, ça m'a toujours fasciné. Qu'est-ce que les voyageurs emportent en lecture? Et alors, j'ai réglé le problème avec la poésie. Voilà, j'apprends des poèmes et je sais que j'aurai quelques poèmes en tête lorsque je n'aurai rien à lire. Et puis maintenant, il y a des magnifiques petites anthologies, dont celle de Jean-Joseph Julot, J-U-L-A-U-D, aux éditions First. C'est à peu près gros comme un paquet de camel. En taille. C'est un paquet de cigarettes, et c'est une toute petite édition, et il a fait un très beau travail d'anthologie, et il y a comme ça de quoi se nourrir, parce que la poésie, on peut la relire en permanence, et le poème prend une autre couleur selon les accords de sa propre humeur du moment. Alors voilà, je crois que c'est le recueil de poésie le meilleur livre à emporter pour le voyageur qui fait attention au poids de son sac. Alors, puisqu'on parle de poésie, vous avez vous avez, je crois, eu 2 contributions dans la série Un été avec, bien sûr, Homère, Ulysse, et puis Rimbaud, l'homme aux semelles devant. Et enfin, je pense qu'on a un certain nombre forcément liés, en tout cas, dans l'imaginaire, Sylvain Tesson avec Arthur Rimbaud. Vous êtes trop bon avec moi. Enfin, je ne sais pas quel est le lien que vous émettez. J'aimerais bien. Ces moments poétiques, justement. Oui, peut-être, en tout cas, une espèce d'aspiration à vivre du mouvement et du verbe. Enfin, bien que lui ait vécu du verbe en le dynamitant, et puis ensuite, il est parti vivre le mouvement jusqu'à la mort, en rompant d'ailleurs, en rompant avec les mots. Puisqu'à un moment, il appelait ses poèmes des rinsures. Quand il est parti au Yémen, il ne voulait plus entendre parler de sa vie de poète. Mais oui, bien sûr, moi, Rimbaud, comme tout le jeune homme que je fus à aimer, Rimbaud, dans lequel tout adolescent se reconnaît. Tout en omettant... Parce que tout adolescent se reconnaît en Rimbaud, parce qu'il dit, mais il veut dire à ses parents, mais tu vois bien que Rimbaud était un adolescent dissipé, que on essaye de faire de Rimbaud la légitimité de son désordre quand on a 16 ans. Cela dit, on oublie que Rimbaud a été premier prix de grec, premier prix de latin, premier prix de composition française, premier prix de mathématiques, premier prix d'histoire-géographie de l'école de Charleville-Mézières. On a les bulletins. Il avait tous les premiers prix. Donc, avant d'être résolument moderne, il est quand même bon d'être parfaitement classique. Parce que sinon, on est un Tartuffe analphabète, très content de sa débilité. Et on revient à la phrase de Boileau dans l'art poétique. L'ignorance toujours
est prompte à s'admirer. Alors, je vous propose quelque chose. Il nous reste encore 10 minutes dans le cadre de cet échange et je crois qu'il serait de bon ton, bien sûr avec l'accord de Sylvain, de vous accorder la parole. Alors vous êtes nombreux et je pense que vous avez chacun une expérience, une question à poser. Donc, je vous propose, je vais en prendre 2-3 parmi vous. Et alors, c'est toujours compliqué ce genre d'exercice, donc je vais prendre un petit peu au hasard. Je vous demande de lever la main, ça sera peut-être une question par travers. Enfin, je vais essayer de trouver une mécanique qui vaudra ce qu'elle vaut. Et pardon pour celles et ceux que j'aurais pas. Voilà, donc je vois déjà donc sur la travée gauche, je suis embêté au niveau. Alors, tant pis. Je suis désolé. Il y a eu une réaction un tout petit peu plus. Ça s'est joué au 10e de seconde. La solitude, c'est une recherche ou une contrainte pour vous? C'est plutôt une contrainte pour l'exercice de l'écriture. D'abord, je l'ai toujours vécu relativement. Les moments où je suis resté vraiment seul physiquement, c'est dans ma cabane en Sibérie en 2010, quand je me suis installé sur la rive occidentale du lac Baïkal. Il m'est arrivé parfois de vivre des transects de géographie, par exemple la traversée du désert de Gobi. Je suis bien resté pendant 40 jours sans croiser âme qui vive, mais c'est à peu près tout. C'est donc une solitude relative. Je n'ai jamais vécu l'expérience d'un marin du Vendée Globe. Non, je vis plus le silence intérieur comme une forme de solitude. On peut conserver une conversation avec soi-même et un certain calme dans la citadelle intérieure, appelons ça comme ça, même entouré dans la grande ville. Moi, je vis au cœur de Paris et j'habite au cœur de Paris, qui est la ville la plus visitée du monde, à côté de Notre-Dame, qui est le monument le plus visité de France. Et j'habite dans la rue où tous les touristes du monde entier passent devant chez moi. C'est quand même dingue, ils se sont donné le mot. Je vis dans l'endroit où il y a le plus de circulation dans le monde, dans le quartier de Saint-Séverin, entre Saint-Michel et Notre-Dame. Et bien pourtant, j'ai l'impression d'être seul, parce que j'ai les livres, parce que j'ai le silence, et parce que j'essaie de ne pas trop me diminuer de tous les gadgets de l'homme augmenté. Alors, grâce à cela, quand même, j'ai conservé un peu de bonheur et de joie de vivre. J'ai pas de portable. J'ai trop d'amour de la vie, puis j'ai trop de travail pour pouvoir me permettre d'être connecté, si vous voulez. Donc ça me permet de garder une forme de sentiment de solitude heureuse. Voilà. Après, la solitude dont vous parlez comme contrainte, je ne l'ai jamais vraiment vécue comme ça, car à chaque fois, j'ai été la chercher. Et évidemment, tout ce qui est vécu de son plein gré ne mérite pas le soupçon d'une plainte. Écoutez, alors évidemment, je vais donc pratiquer moi-même le cheminement. Merci de venir à moi. Bonjour et merci pour tout ce que vous avez écrit et que j'ai lu. Je voudrais vous poser une question sur un exercice auquel vous vous êtes livré et que j'ai tenté moi-même sans succès, hélas, et que j'ai partagé avec pas mal de mes amis motards et sidecaristes avec lesquels je roule. Je voudrais savoir comment vous arrivez à lire de la poésie sur un livre ouvert sur le guidon en traversant les dunes et les pistes. J'ai traversé la dernière fois que j'ai vraiment mis au point le système, c'est en 2019, où j'ai traversé la Syrie sur une Ténéré Rallye 750 cm3, avec une petite sacoche de guidon que j'ai légèrement modifiée pour pouvoir caler un recueil de poésie. J'avais l'anthologie de la poésie de Jean-François Revel. Et j'apprenais les alexandrins. Et en fait, l'apprentissage du poème en roulant est excellente parce que votre œil saisit un alexandrin, votre esprit l'incruste, l'apprend. Et puis ensuite, l'œil a le temps tout de même de quitter la route pour suivre un alexandrin. Je veux dire, il y a bien des gens qui regardent leur téléphone, quoi. On peut dire, il vaut mieux, franchement. Puis quitte à prendre un platane, autant que ce soit en récitant Verlaine, plutôt que
en écoutant une publicité, quoi. Enfin, franchement, ça ne sera pas Apple qui me tuera, moi, ça sera le pommier. Et puis alors, sur le sidecar, sur la motocyclette à panier adjacent, sur le sidecar, évidemment, comme c'est un tricycle et qu'en général, on a un copain qui cuve ou qui dort dans le panier et qui fait contrepoids, là, on peut quand même quitter un peu la route, quoi, et on peut quitter... C'est vrai que moi, j'ai jamais eu... Je trouve que la prévention routière n'a pas le sens de la poésie, du contemplateur de paysage, quoi. Ils disent regardez devant vous, mais enfin quelle vulgarité quand même chez ces agents de la prévention routière. Non, moi j'ai vraiment le souvenir qu'il suffit de réduire la vitesse, quoi. De toute façon, la poésie c'est tellement éternel que c'est pas la peine d'accélérer quand on la lit. Alors moi je me souviens très bien quand j'étais revenu de Moscou à Paris, je lisais beaucoup au guidon de ma motocyclette Oural. Il faut dire aussi qu'on ne dépassait pas le 50 ou le 60 km/h. Et de toute façon, la moto freine tellement mal que franchement, c'est même pas la peine de regarder les obstacles, quoi, puisque même si vous êtes très attentif, vous n'arriverez pas vraiment à freiner avant de les rencontrer. Donc, quel besoin toujours de s'accrocher à la continuation de soi-même, quoi. J'avais inventé, moi, un slogan pour l'usine Oural. J'étais allé les voir à Perm, dans l'Oural, et puis j'avais rencontré le directeur de l'usine. Je lui avais dit, je vous ai inventé un slogan publicitaire. Rien n'arrête une Oural, pas même ses freins. Et il avait dit, c'est pas commercial. Alors, la travée droite. J'arrive, madame. Merci. Bonjour. Vu de l'extérieur, on a l'impression que vous avez toujours fait ce que vous avez voulu. Vous avez voulu faire un voyage, une expédition. Vous vous êtes donné les moyens et vous l'avez faite. Est-ce qu'il y a des voyages ou des expéditions qui vous tenaient à cœur et que vous n'avez pas pu réaliser ? Oui, il y en a beaucoup. Et, mais je ne suis pas tout à fait arrivé à la fin de mon itinéraire. Enfin, j'espère pas. Donc, j'ai beaucoup de projets, en fait. Moi, je reformulerai votre question dans ma réponse en disant que j'ai encore beaucoup d'idées et beaucoup d'envie, et je n'ai rien perdu de mon appétit. Et là, je suis en train de bâtir, finalement, c'est la réponse à votre question. Oui, j'ai la frustration de n'avoir pas fait quelque chose que je suis en train de préparer. Mais j'en dis pas plus. Non, pas du tout que ce soit un secret, mais c'est parce que je suis un peu superstitieux. Et comme vous le savez, quand on est en train d'échafauder les projets, les plans, on n'aime pas trop en parler parce qu'on est encore trop embarqué dans les préparations. Alors pour conclure cet échange, Sylvain, moi j'avais une dernière question qui est une forme d'ouverture. On parle beaucoup de finitude en ce moment. On en a plein les bouches. La fin de la civilisation, de la nôtre en tout cas, la fin du monde, la fin de l'histoire, qui est un sujet assez récurrent. Et naturellement, on parle beaucoup de la fin du voyage, puisque effectivement tous les continents auraient été explorés, tous les horizons auraient été dégagés. Moi, j'ai la faiblesse de penser qu'au contraire, on n'est pas à la fin du voyage. On est sur une certaine forme de renaissance du voyage que le regard de celles et ceux qui nous ont précédés a permis effectivement de découvrir, mais qu'il reste tant d'horizons, y compris personnels, à découvrir. Est-ce que vous y croyez, vous, à la fin du voyage ? Non, mais attendez, le succès du Festival du Carnet de voyage de Clermont-Ferrand, la 25e édition cette année,
prouve que ce qui est important, c'est autant la restitution de ce qu'on a vécu pendant le voyage que le voyage. C'est ça le « il faut aller voir » de Ella Maillard, c'est il faut aller voir et puis il faut revenir pour décrire ce qu'on a vu. Donc évidemment que les satellites, la cartographie, la modernité, l'expansion démographique qui va faire on sera 10 milliards dans quelques décennies, fait qu'il n'y a plus de continent australien à découvrir avec des taches blanches sur lesquelles la main de l'homme n'a jamais mis le pied, comme disait Hergé. Ça, c'est fini. Mais c'est pas ça le principe. La beauté du voyage, de l'exploration, du récit de voyage, et finalement du grand mouvement vers l'inconnu de l'homme, ça n'était pas simplement d'aller défricher des zones où l'homme n'avait jamais mis le pied. C'était aussi de dire, de se rendre compte, puis de découvrir d'autres plans d'inconnus qui pouvaient être ethnologiques, zoologiques, anthropologiques, botaniques, géologiques, géomorphologiques, j'en sais rien, moi, archéologiques, culturels, artistiques. Enfin, ça, c'est le feuilletage anthropologique, quoi, humain et scientifique de tous les champs d'inconnus. C'est pas uniquement la voie de surface. Ça, c'est vrai que c'est fini. L'exploration et le voyage cartographique, terminato. Le satellite scrute tout de son œil spatial. Mais je suis 1000 fois d'accord avec vous, la restitution des extraordinaires capacités de l'homme à inventer un nouveau discours pour dire ce qu'il a vu, ça, c'est pas fini. En fait, les grands pessimistes qui disent c'est fini, il n'y a plus de récit de voyage possible, ils oublient que la littérature et l'art, dont le sujet principal a été quand même l'amour. C'est quand même l'histoire la plus stupide du monde, l'amour. C'est un être qui rencontre une autre personne, et puis il s'aime, et puis c'est magnifique, et puis bon, parfois ça se passe mal. Alors là, dans ce cas-là, la tragédie s'ajoute à la comédie, si je puis dire. Mais c'est quand même l'histoire la plus banale du monde, et pourtant elle est répétée par l'extraordinaire capacité d'efflorescence de l'homme à revivifier, à réinventer son discours. Ben, il en va de même du voyage, quoi. Retourner à Venise et raconter-la autrement. Et cette ville sur laquelle qui aura été Venise ne va pas couler à cause de l'eau de mer, elle va couler dans l'encrier qui aura été déversé sur elle tellement on l'aura décrite. Et pourtant on aura toujours un nouveau discours. Donc je ne suis pas du tout pessimiste là-dessus. Alors après, ce que vous appelez l'effondrisme, l'apocalyptisme ambiant, qu'on entend beaucoup avec l'écroulement, je ne sais pas quoi, de la civilisation ou du monde, ben moi j'aime pas beaucoup ça parce que souvent il m'apparaît, quand je réfléchis beaucoup à l'expression de ces discours extrêmement apocalyptiques, que le discours qui est servi appartient davantage à une espèce de défaussement de la réflexion, de l'imagination et de l'énergie. Il est plus aisé, si vous voulez, de dire que tout est fichu et qu'il faut aller s'installer dans des bunkers avec un fusil d'assaut et des boîtes de cornets de bif. C'est finalement plus facile plutôt que d'essayer de se retrousser les manches et d'inventer d'autres manières d'être au monde. Voilà qui m'intéresse davantage, moi, plutôt que la rétractation purement apeurée. Voilà, donc le discours apocalyptique, il ne m'intéresse pas beaucoup. Et le discours de pessimisme sur la production artistique, je n'y crois pas du tout, parce que je pense que ce qui est difficile, c'est d'aller scruter et chercher les filons où les pépites d'or scintillent encore. Alors, pour conclure, un élément d'organisation et une proposition. L'élément d'organisation, c'est que je vous propose, si vous le souhaitez, de poursuivre cette discussion avec Sylvain Tesson et naturellement la signature de ses ouvrages sur l'espace librairie qui se situe donc au deuxième étage. Pour dire simplement que c'est plutôt là-bas que les échanges se continueront qu'ici. Et le deuxième point, si vous êtes d'accord, nous pourrions effectivement nommer Sylvain Tesson, docteur honoris causa du rendez-vous international du carnet de voyage. Merci à vous, Sylvain, pour ce moment, une fois encore exceptionnel, partagé avec vous. Merci beaucoup. C'est adorable. À tout à l'heure.